Kevin est victime d'épilepsie. Après avoir frôlé la mort suite à des convulsions au moment de conduire, Kevin a subi des opérations chirurgicales pour enlever une partie de son cerveau, celle qui causait les convulsions. Sauf que, comme l'explique le neurologue Robert Sapolsky, cette partie du cerveau se trouve être celle qui régule et contrôle les pulsions basiques, comme manger et le désir sexuel. Quelques mois plus tard, Kevin fut arrêté pour avoir acheté et téléchargé de grandes quantités de contenu choquant, très choquant. J'ai pas envie de parler du gore de ces contenus. Mais disons que la quasi-totalité d'entre nous trouvons ce contenu inadmissible et la quasi-totalité d'entre nous pensons que la production et la consommation de ce genre de produits doivent être sévèrement punis par la loi et la justice. Cependant, le cas de Kevin est un peu particulier. D'après Sapolsky, il s'agit d'une conséquence de l'opération chirurgicale. En l'absence d'une partie de son cerveau, Kevin avait perdu le contrôle de ses actions. Mais l'accusation ne fut pas convaincue. L'accusation rétorqua que l'ordinateur de bureau de Kevin, que Kevin utilisait tous les jours, n'avait pas de tel contenu. Kevin avait sciemment choisi l'ordinateur sur lequel télécharger les contenus choquants. Il semblait donc que Kevin était parfaitement maître de ses choix et que l'argument de la perte de contrôle était injustifié. Kevin fut condamné à 2 ans de prison. Il a accepté et même apprécié cette punition. Il est sorti de la prison depuis, il reste en probation et prend des médicaments pour garder le contrôle de soi. La justice semble avoir parfaitement fonctionné. Sauf que non, ou du moins pas selon le neurologue Robert Sapolsky. Pour Sapolsky, Kevin est avant tout victime des déficiences de son cerveau. Sapolsky compare ainsi le cas de Kevin au cas d'un patient atteint d'Alzheimer. Ce patient peut être en parfaite possession de ses moyens le matin, mais être incapable de se souvenir de son prénom le soir. Et l'on comprend très bien les causes de ce phénomène. Le soir, le cerveau est fatigué et la quantité de sucre dans le sang diminue. De sorte que le cortex cérébral qui est en charge des décisions difficiles, et qui du coup est aussi la partie du cerveau qui requiert le plus d'énergie, ce cortex cérébral cesse de bien fonctionner. Et cette défaillance du cerveau quand il est affamé n'est absolument pas spécifique au cas de Kevin. On l'a tous vécu. Quand on a faim et qu'on est fatigué, on est plus facilement irritable et on a plus de chances de faire des bêtises. Pire encore, bien souvent, on n'est même pas conscient de notre manque de discernement. Le cas le plus spectaculaire et le plus problématique est peut-être celui découvert par les chercheurs Danziger, Levav et Avnaim-Pesso. En 2011, ces chercheurs ont effectué un suivi de 1112 décisions de justice concernant la libération conditionnelle de détenus. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les décisions des juges dépendaient très fortement de l'heure à laquelle les juges prenaient leurs décisions. En particulier, après avoir mangé, les juges accordaient la libération conditionnelle dans environ 65% des cas, mais avant leur repas, cette proportion de décisions clémentes chuta drastiquement pour tomber à 0%. Autrement dit, si le juge qui analyse votre cas est affamé au moment de la décision, vous n'avez alors quasiment aucune chance que cette décision soit clémente. Alors, il y aurait peut-être quelques petits bémols à mettre à cette analyse, notamment parce que l'ordre dans lequel les juges traitent les dossiers n'est pas forcément complètement aléatoire. Mais quand on combine cet effet à ce que Jonathan Haidt nous dit de la manière dont le cerveau réfléchit, souvenez-vous, l'intuition d'abord, la raison ensuite, on peut se demander si les juges sont vraiment conscients des vraies causes de leurs décisions et si les justifications qu'ils donnent a posteriori ne sont pas que des arguments ad hoc pour justifier leur intuition. Et tout ça, bien sûr, ça pose de façon plus générale la question du libre arbitre. Si même les juges ne sont pas forcément conscients de ceux qui déterminent le plus leurs décisions, en quoi leurs décisions demeurent-elles le fruit d'un libre arbitre? Est-ce que le libre arbitre existe vraiment ou n'est-il qu'une illusion créée par notre inconscient? Eh bien, pour Sapolsky, plus la biologie avance, moins elle ne laisse de place au libre arbitre. Il y a une époque où on pensait que les dyslexiques faisaient exprès de ne pas faire d'efforts pour apprendre à lire, voire une époque où on pensait que l'homosexualité était uniquement une question de choix du libre arbitre. Et je vous invite à découvrir toujours plus d'arguments scientifiques contre le libre arbitre avec cette superbe vidéo de David, ainsi que des arguments philosophiques contre le libre arbitre avec cette superbe vidéo de Monsieur Phi. Mais même sans aller aussi loin et rejeter complètement le libre arbitre, la position de Sapolsky ne semble pas si farfelue. Imaginez que vous ayez fait des trucs horribles au moment où vous étiez sous l'influence d'une drogue, d'une maladie, d'un chantage ou que sais-je encore. Bref, sous l'influence de quelque chose qui vous empêchait d'exercer pleinement votre libre arbitre, comme dans le cas de Kevin. Ou imaginez que vous ayez fait des trucs horribles, mais que c'est votre subconscient qui vous a fait agir ainsi, et à l'instar peut-être des juges, vous ne savez peut-être pas vraiment pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, ou pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Peut-on alors vraiment considérer que votre libre arbitre était encore aux commandes, et peut-on vraiment vous considérer responsable de vos actes? Eh bien, ce qui est amusant, c'est que responsable signifie littéralement être capable de répondre. Répondre en particulier si on nous demande ce qui s'est passé et pourquoi.
Eh bien, en ce sens, dans le cas de Kevin, d'autres personnes comme les docteurs qui ont suivi Kevin pourraient être littéralement considérées plus responsables que Kevin lui-même. Et du coup, est-ce vraiment Kevin qu'il faudrait punir? Cette question devient plus étrange encore quand on admet l'absence de libre arbitre. Si l'on en croit Sapolsky, David ou Thibault, on ne choisit peut-être pas ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Tout ça est en fait davantage déterminé par nos gènes, notre entourage social et notre environnement physique. Mais alors si les actions immorales d'un individu ont été entièrement contraintes par les lois physiques, cet individu mérite-t-il vraiment d'être puni? On peut aller plus loin encore. Il me semble que la plupart d'entre nous suivons plus ou moins la logique de John Locke. Comme l'explique très bien Monsieur Phi, cette logique est la suivante. Pour John Locke, la mémoire fonde l'identité personnelle, c'est-à-dire l'identité de la personne est responsable et la responsabilité justifie la punition. Donc en fin de compte, avoir le souvenir d'un crime, avoir conscience de l'avoir commis, cela suffit à justifier que vous soyez puni pour ce crime. Mais c'est clair que poussé à bout, ce principe est quand même très bizarre. Et c'est ce que montre très bien Monsieur Phi dans sa vidéo, avec une expérience de pensée à base de téléporteurs dysfonctionnels. Mais on n'a pas besoin d'évoquer des technologies à la fois inexistantes et dysfonctionnelles pour apercevoir les limites du raisonnement de Locke. Les recherches sur la mémoire montrent encore et encore que la mémoire, ce qui fait le noyau de l'identité personnelle selon Locke, est constamment dysfonctionnelle. Non seulement on oublie vite et beaucoup, mais surtout, on se souvient de beaucoup de choses qui ne se sont en fait jamais produites. On a beaucoup de faux souvenirs. Et ça, y penser l'a très bien expliqué. Dans une expérience qui va sans doute faire date, en ne faisant que parler à des sujets en parfaite santé, la chercheuse Julia Shaw a réussi à implanter des faux souvenirs de crimes à ces sujets. Et tout ça juste en racontant le crime qu'ils auraient commis et en leur demandant d'y réfléchir pendant une semaine. Accrochez-vous à vos slibards. Et là, dans presque 70% des cas, le sujet se rappelle sincèrement de l'histoire qui pourtant est inventée. Il va aller jusqu'à se rappeler des détails qui ne sont pas dans l'histoire. Il va se rappeler que le policier a une moustache, qu'il avait les cheveux de telle couleur, qu'il y avait tel son, telle odeur, etc. Bref, tout le spectre des perceptions intervient pour donner vie à ce souvenir. Je vous recommande d'ailleurs très vivement l'excellent livre de Julia Shaw sur les faux souvenirs. Ça va vous retourner le cerveau. Mais ça pose aussi un problème philosophique de taille. Pour Locke, la punition se justifiait par le souvenir du crime. Mais Julia Shaw a montré que le souvenir du crime pouvait facilement être implanté. Si on combine Locke aux découvertes récentes en sciences cognitives, on serait alors forcé de punir des gens qui n'ont commis aucun crime. Et à l'inverse, il suffirait d'effacer le souvenir d'un crime chez un criminel pour qu'il devienne justifié de ne pas le punir. Et là encore, les avancées en sciences cognitives suggèrent que ce n'est sans doute pas impossible. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous vous demandiez ce qui justifie vraiment les punitions judiciaires et pour essayer de vous convaincre qu'il s'agit d'une question philosophique non triviale. Alors, je ne vais pas prétendre répondre à cette question, mais j'aimerais insister sur la perspective d'un théoricien des jeux. Pour la théorie des jeux, la justice n'a pas à décider du mérite des uns et des autres. D'ailleurs, on l'a vu, le concept de mérite est loin d'être facile à définir. Pour la théorie des jeux, la justice sert avant tout à mettre en place des incentives pour que les individus de la société ne se comportent pas de manière immorale. Autrement dit, le théoricien des jeux va inverser la cause et la conséquence. Au lieu de dire « je punis parce que le criminel a commis quelque chose de mal », la théorie des jeux nous pousse à dire « je punis pour qu'un potentiel criminel se ravise et ne commette pas quelque chose de mal ». C'est ce que Bruce Bueno de Mesquita appelle la causalité inverse. Noël n'est pas le 25 décembre parce que les jours qui le précèdent sont les jours du marché de Noël. C'est l'inverse. Les jours des marchés de Noël précèdent le 25 décembre parce que le 25 décembre, c'est Noël. Le futur potentiel permet d'expliquer le passé. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans la formule « haïssez le jeu, pas les joueurs ». En se focalisant trop sur les joueurs, on a tendance à penser que les punitions et les récompenses des joueurs doivent être une conséquence de leur comportement passé. Au contraire, la théorie des jeux va avoir plus tendance à penser que les récompenses et les punitions sont des outils pour aligner les incentives des joueurs avec l'intérêt de la société et ainsi amener des individus égoïstes à faire des choses qui sont bien pour la société ou selon votre philosophie morale, non pas par un altruisme qu'on leur impose, mais par pur égoïsme. La théorie des jeux va considérer qu'il est difficile de changer la nature et les préférences des gens, mais va profiter du fait qu'il est possible d'agir rapidement et efficacement sur leurs incentives. Alors, encore une fois, il s'agit d'une vision très théorie des jeux du rôle de la justice, et en cela, elle est très certainement très incomplète. Mais j'insiste dessus parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une interprétation de la justice souvent déficiente quand on débat sur ce que méritent les uns et les autres. Déterminer les punitions et les récompenses, c'est aussi et surtout
décider des règles des jeux qui nous unissent. En particulier, j'aimerais finir cet épisode en vous passant un extrait d'une interview de Sapolsky par le podcast Radiolab. What you're really saying is that the deep lesson of the Kevin story is that everyone is a Kevin. That everything we choose to do is, in some sense, chosen for us. This is like my huge conundrum. I have zero belief in free will at this point. Yet at the same time, I cannot for a second imagine what the world is supposed to look like with people believing there is no free will. I don't know how to imagine it. What do we do in that point? Do we not hold anyone accountable for anything? What does that world look like to you? Treatments and or constraints. You fix the things you fix, and the ones that can't be fixed, you constrain things so that the damage can't be done. We've done it. People with treatment-resistant epilepsy, they're not allowed to drive. But you don't sit there and say they deserve not to be able to drive. It's not their fault that they have this thing called a seizure. Nonetheless, if it's uncontrollable, they shouldn't be driving cars. And we have a therapeutic intervention here that's completely outside the realm of blame, justice, deserved, anything like that. La dernière fois, on a parlé de méritocratie et je vous avais demandé combien vous serez prêt à redonner à Alice. Je vous invite à voir la vidéo précédente pour voir l'énoncé plus précis. Et donc, voici les résultats. Donc, la plupart d'entre vous étaient prêts à redonner 4 ou 5 lingots d'or à Alice. Il y a quand même 62 parmi vous qui ont répondu plutôt 3 lingots d'or. Donc, j'imagine que ça correspondait plus à 3,33 qui était la part égalitaire d'Alice. Donc, selon vous, a priori, Alice ne mérite pas plus que les autres. Vous avez été aussi 31 à dire que Alice méritait au moins 6 lingots d'or. Bref, je pense qu'on est à peu près unanime pour dire que la valeur de Shapley, la valeur méritocratique de Shapley dans cet exemple-là ne correspond pas du tout à ce qu'on veut répondre, en tout cas intuitivement. Alors vous avez peut-être du coup envie de dire que la valeur de Shapley ça sert à rien, mais ce que je pense que ça montre vraiment, et pour le coup je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est que quand on juge de la redistribution méritocratique de quelque chose, on ne pense pas en termes de contribution de chacun à la richesse qui est produite par tous. Ou du moins on ne pense pas qu'à ça. Théophile Pandacle se nous demande s'il existe un cas où le corps est non nul. Bah oui, par exemple il n'y a que Alice et Bob qui vont chercher les lingots à la mine. Toute redistribution des richesses appartiendra alors au corps, puisque tout sous-groupe de travailleurs à ce moment-là, c'est juste Alice ou Bob, et Alice ou Bob, s'ils sont tout seuls, ils n'arriveront pas à ramener la caisse. Du coup, Alice et Bob s'en sortent forcément mieux en coopérant, quelle que soit la redistribution des richesses, que s'ils allaient chercher la caisse tout seuls. Plus généralement, il existe toute une classe de problèmes en théorie des jeux coopératifs, où le corps est toujours non vide, à savoir les jeux coopératifs super additifs, c'est-à-dire qui satisfont cette propriété. En gros, un jeu est super additif lorsque tout sous-groupe gagne beaucoup plus en coopérant tous ensemble que s'ils coopéraient chacun de son côté. Mouton B nous propose une heure de travail est égale à une rémunération fixe. Alors je vais pas débattre du principe philosophique qui est derrière ça, je vais parler des problèmes des incentives liés à ça. Reste ensuite à savoir ce qu'est vraiment une heure de travail, et s'il suffit de faire une heure de travail pas forcément très productive pour gagner de l'argent, bah tout le monde aura intérêt à ne pas être productif. J'insiste encore dessus parce que c'est vraiment le thème de la théorie des jeux, en gros, et notamment appliqué à la démocratie et à la politique en général. Il faut constamment penser aux incentives et à savoir ce que les gens ont intérêt à faire dans tel ou tel système. Christophe Manigaud en particulier souligne le fait que la souffrance au travail pourrait justifier un plus gros salaire. Typiquement un métier où on souffre plus, on a envie de dire que il faut récompenser plus. Ça, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu dans la logique économique, puisque selon la logique économique, l'offre est censée rencontrer la demande. Donc s'il y a des jobs avec une grande souffrance, a priori, il y aura peu de demandes en ce job. Et du coup, l'offre du marché devrait augmenter, et en particulier, les salaires de ces personnes devraient augmenter. Donc ça, c'est en principe si on était à l'équilibre dans le marché de l'emploi, ce qui n'est pas vraiment le cas pour des raisons diverses et variées. Et je vous invite notamment à aller voir cette vidéo d'Eureka sur le revenu de base, où il explique en quoi le revenu de base pourrait permettre notamment de mieux faire en sorte que l'offre rencontre la demande dans le marché du travail, ce qui permettrait une redistribution des richesses plus conforme à la notion de souffrance du travail, puisqu'à ce moment-là, la demande pour les emplois avec beaucoup de souffrance devrait nettement diminuer, et du coup, le salaire de ces gens-là
devrait également beaucoup augmenter. Et comme on revient sur des notions qui sont un peu moins mathématiques et un peu plus philosophiques, je sens l'hooliganisme poétique monter en vous. Du coup, à partir de cette vidéo, je supprimerai à nouveau tous les commentaires avec trop d'hooliganisme poétique. Par exemple, le commentaire que voici, notamment avec des répliques du genre « c'est une plaisanterie » avec énormément de sarcasme, tend vraiment à diviser et à stigmatiser. Ce genre de commentaire, il sera supprimé à partir de cette vidéo. Tretf07 et Rémi Fiori cherchent à distinguer la notion de méritocratie et la notion de contribution, qui est la notion sur laquelle Chapley s'est vraiment appuyé. À ma connaissance, et j'espère me tromper, j'espère que vous me le ferez savoir, il n'y a pas de très bonne théorie mathématisée de ce qu'on pourrait comprendre par méritocratie en dehors d'un cadre de contribution à la société ou d'un cadre où l'offre rencontre la demande. En tout cas, il n'y a aucune théorie formalisée sur la méritocratie qui a réussi à percer, en tout cas dans le monde de la théorie des jeux. Et ça, si c'est le cas, encore une fois, j'espère me tromper, ça montre que c'est super difficile de raisonner sur le concept de mérite. On a tous des notions différentes de ce qu'est le mérite et ça rend l'analyse super compliquée. Et on le voit très bien à vos réponses à la question combien mérite Alice. Encore pas mal de variances, donc même sur un cas aussi simpliste que le cas d'Alice, vous voyez qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est le mérite, en tout cas de façon intuitive. Et du coup, formaliser une notion de méritocratie sur laquelle tout le monde serait d'accord, vous imaginez que c'est quasiment impossible et c'est pour ça que on a tendance à pas raisonner sur le concept de mérite. On fait des modèles notamment des théories des jeux et qu'on essaie de comprendre comment fonctionne vraiment la politique ou comment il devrait fonctionner. On a encore du mal à vraiment trouver des définitions rigoureuses pour définir ce concept qui est en fait incroyablement ambigu. The Original Delcid et Fux Premier critique le 4e axiome. Alors si je comprends bien ces commentaires, la critique a à voir avec la notion de statut dans une société. Ça, c'est pas du tout une critique valide de l'axiome 4. L'axiome 4 ne parle pas du tout de statut des différentes personnes. Elle parle du fait que la redistribution, lorsque l'on considère deux projets séparément ou lorsqu'on les considère ensemble, doit être la même. Ce qui, encore une fois, n'a pas du tout à voir avec les rôles des différentes personnes. Bref, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont pas d'accord avec la valeur de Chapley, avec le calcul de la valeur de Chapley, qui du coup cherchent à rejeter un des axiomes. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut chercher à rejeter un des axiomes en disant bon bah voilà, si j'ai pas envie d'appliquer la valeur de Chapley, ça veut dire qu'il y a un des axiomes que je vais pas satisfaire, et du coup il faut essayer de trouver avec lequel de ces axiomes on n'est pas d'accord. Alors sans doute que vous êtes jeté sur l'axiome 4 parce que c'était le plus compliqué de ces axiomes, mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a aucun de ces axiomes qu'il faudrait rejeter. En fait, l'axiome qu'il faudra rejeter, c'est l'axiome 0, qui est en fait le fait que la redistribution des richesses ne dépend que des contributions individuelles. En tout cas, moi, il me semble que c'est cet axiome que ma morale intuitive rejette, le fait que la redistribution des richesses ne doit pas dépendre uniquement des contributions des uns et des autres. Mais ça, c'est aussi lié à une autre notion morale qui est pas juste la méritocratie, mais un certain sens d'égalité ou d'équité plutôt entre différents individus. Comme j'ai tendance à associer une certaine valeur à l'équité dans les sociétés, j'ai du coup tendance à rejeter la méritocratie pure et dure, et du coup j'ai tendance à vouloir sacrifier de la méritocratie au profit d'une plus grande équité. Mais il s'agit là d'une critique de la morale et non pas du concept de méritocratie, en tout cas pas au sens de Chapley. Bref, il y aurait encore beaucoup plus à dire sur toutes ces notions, sur toute la philosophie qu'il y a derrière. Il y aurait aussi beaucoup de choses super passionnantes à dire sur la logique ou sur l'épistémologie, pourquoi est-ce qu'on sait ce que l'on sait. Et ça tombe très bien puisque avec Monsieur Phi, on a lancé un podcast pour parler de tout ça de façon plus informelle. Donc ça s'appelle Axiom et le premier épisode est sorti il y a un peu plus d'une semaine. Il est disponible sur YouTube et aussi sur iTunes et aussi sur Player FM si vous êtes sur Android. Ce que j'aime vraiment bien sur Axiom, c'est qu'on va pouvoir parler de façon plus informelle. Notamment dans le premier épisode, j'ai eu l'occasion d'expliquer un peu plus pourquoi. Notamment, je tendance à être plutôt intuitionniste que platonicien. Dans ce podcast, en tout cas pour l'instant, pour le premier épisode, je suis même pas sûr de ce qu'il y aura dans le deuxième épisode pour l'instant, mais dans le premier épisode, on a fait aussi une revue de vidéos YouTube. Notamment, on a parlé des vidéos de Dirty Biology, de Patience, de Manon Bril, c'est une autre histoire, et une vidéo aussi de PBS Infinite Series, parce que c'est des vidéos vraiment trop cool, et qui donnent envie qu'on en parle encore un peu plus, et c'est ce qu'on a fait donc sur Axiom. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. À partir de prochains épisodes et pour les prochaines vidéos à venir, on va parler de plus en plus de la morale et en particulier dans les 3 prochaines vidéos, on va parler de l'émergence de la morale, notamment comment expliquer qu'il existe des individus
moraux aujourd'hui, sachant qu'a priori la sélection naturelle a favorisé les individus égoïstes. Et puis les derniers épisodes de cette série seront des épisodes plus de philosophie morale prescriptive. On va essayer de voir quels sont les courants de pensée prédominants pour savoir comment faire le monde, comment organiser nos sociétés et tout ça. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Cette activité cérébrale permettait de prédire si c'était la main droite ou la main gauche qui allait bouger. Alors dans ces conditions, je vois pas comment on peut dire que le libre arbitre existe. Si, avant même que j'ai décidé de bouger, le type qui regarde l'IRM, il sait quand je vais bouger et il sait si je vais bouger la main droite ou la main gauche. Pour user de la belle formule de Spinoza, cela revient à considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Au sens où dans l'univers régi par les lois de la nature, l'homme serait comme une sorte de petite enclave indépendante, rebelle, où on ne sait trop pourquoi ces lois ne s'appliquent plus.